Bonjour et bienvenue sur le plateau de Parlons peu, parlons bien. Ce nouvel épisode sera dédié aux ventes interactives ou aux ventes par enchères. Une nouvelle approche commerciale qui s'est beaucoup développée il y a maintenant à peu près 1 an et demi lorsque le marché était un peu tendu. Donc nous allons essayer de comprendre d'abord comment fonctionnent les ventes interactives. Est-ce que ce dispositif ne fonctionne qu'avec des biens qui sont difficiles à vendre ou dans tout cas de figure. Et pour parler de ventes interactives, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Guillaume Galland, qui est le patron et le fondateur de Imofit, qui est une des plateformes qui fait des ventes interactives, et Laetitia Julien, qui est conseillère Capifrance dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour à vous deux, et bienvenue sur le plateau de Parlons peu, parlons bien. Ça va, vous êtes en forme? Merci, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Merci, super en forme. Bonjour à tous les deux. Parfait, très bien. Donc on a à peu près 45 minutes pour parler des ventes interactives, pour qu'on comprenne le fonctionnement, et puis que Laetitia, toi tu nous parles de ce qui se passe concrètement sur le terrain avec tes clients, vendeurs et acquéreurs. Et puis vous pourrez nous poser des questions pendant ce live, et puis nous y répondrons en fin d'émission. Alors on va essayer de planter le contexte. Guillaume, ces ventes interactives, globalement, quel est le mécanisme ? Alors, la vente interactive, c'est en fait une nouvelle façon d'acheter ou de vendre un bien. C'est une nouvelle stratégie de commercialisation qui consiste à organiser la vente d'un bien sous la forme d'un appel d'offres. Cette stratégie repose en fait sur deux piliers. La première, c'est que le principe de cet appel d'offres est de permettre de définir un prix qui ne va pas être un prix de vente, mais un prix de départ. Ce prix de départ qui va être attractif doit permettre d'aller chercher un maximum d'acheteurs potentiels par le prix. Et le deuxième pilier, c'est là qu'on va avoir l'aspect interactif de cet appel d'offres, c'est que les acquéreurs qui vont être intéressés par le bien et dont le conseiller immobilier va valider la participation vont être invités à pouvoir se positionner en ligne, donc sur Imofit en ce qui nous concerne, de manière interactive et transparente, puisque toutes les personnes concernées par la vente vont avoir accès en temps réel aux propositions qui sont faites par les uns et les autres. Et le principe aussi de cet appel d'offres, c'est qu'il est organisé à prix progressif ou par enchère, puisqu'on va utiliser une mécanique d'enchère progressive pour la réception des offres, et ce, afin d'obtenir le meilleur prix possible. Okay. Donc quand tu dis d'ailleurs les parties prenantes sont informées, ce sont les acquéreurs qui sont intéressés, le propriétaire lui aussi a ces informations en temps réel sur les enchères qui sont faites, et puis le conseiller aussi qui sait ce qui se passe pendant ce temps-là. Absolument. Ok, super. Alors, tu as parlé d'enchères, c'est un mot qui peut troubler un tout petit peu, parce que quand en immobilier, on parle d'enchères, souvent c'est que ça va mal, quand on vend, c'est vendu aux enchères. Quelle est la différence avec les ventes aux enchères ? Alors, je commencerai par dire que le seul point commun avec une vente aux enchères, c'est la mécanique d'enchère progressive. Mais il y a effectivement plein de différences. Alors, tu le disais, c'est vrai que lorsqu'on parle vente aux enchères dans l'immobilier, en général, c'est pas bon signe. Il y a deux types principaux de vente aux enchères. Il y a tout ce qui est liquidation, etc. Et donc là, on brade, c'est vraiment adjudication, c'est vendu à la casse. Et d'un autre côté, les enchères dites peut-être un peu plus progressives pour le coup, où tu prends une œuvre d'art que tu mets aux enchères, tu vas aller chercher le prix le plus élevé possible. Ici, on est dans un appel d'offres, c'est-à-dire que contrairement à une vente aux enchères, ça n'est pas engageant, ni pour le vendeur, ni pour l'acquéreur. Pas plus engageant, je dirais, qu'une commercialisation traditionnelle. L'autre point est que la participation des acquéreurs à cet appel d'offres va être soumise à la validation du conseiller immobilier en charge de la vente. En revanche, cette participation est gratuite. On ne va pas demander aux acquéreurs de déposer un séquestre qu'ils pourraient perdre potentiellement derrière, comme c'est le cas dans une vente aux enchères. Et je terminerai par dire que si on reprend l'exemple de l'adjudication, de la liquidation, la cible que tu vas toucher sur ce genre de procédé, des gens justement qui vont chercher à acheter à la casse et de faire à tout prix une bonne affaire. Le contexte de la vente interactive et de cet appel d'offres n'est pas d'aller chercher des gens qui cherchent à tout prix à faire la bonne affaire, mais d'aller chercher le plus de gens possible et leur donner la possibilité de s'exprimer. Ok. Bon, on en reparlera un peu plus tard avec Laetitia. Je pense d'ailleurs que le mot enchère est peut-être à utiliser avec modération quand on est face à des propriétaires, en l'occurrence, pour pas qu'ils aient l'impression qu'on va déprécier leurs biens ou qu'on va le vendre à la casse. Avant de te poser la première question, Laetitia, dernière question, avant une autre salve, Guillaume, comment est venue cette idée de créer Imofit et de commercialiser ce principe de vente interactive ? Alors, la vente interactive en elle-même, Imofit ne l'a pas inventée. Ça existe depuis un certain temps, les notaires pratiquent cette vente interactive depuis quelques années, ça existe aux États-Unis depuis très longtemps et dans d'autres pays également. En revanche, le fait de l'aborder comme une véritable stratégie de commercialisation,
C'est plus récent et c'est sur ce sujet qu'on a travaillé avec Imofit. En fait, le contexte originel, je dirais, de cette idée, c'était un marché euphorique qu'on a connu il y a quelques années, un marché dans lequel les biens restaient assez peu sur le marché justement, quelques jours, quelques semaines, et où on avait parfois des mandats sur lesquels tu recevais plusieurs offres au prix. Et moi, je me suis toujours dit que c'était dommage quand même de bloquer les acquéreurs. Quand on a plusieurs offres au prix, ça veut dire que mécaniquement, quelqu'un est prêt à payer plus potentiellement. Et donc, on a commencé à réfléchir à cette idée-là. Donc, l'idée de départ, c'était vraiment ça. C'était de dire, ne mettons pas de plafond sur les prix, permettons aux acquéreurs d'offrir le plus possible. Il se trouve qu'entre-temps, le marché a un petit peu évolué, c'est un peu contracté et qu'on est revenu finalement sur des fondamentaux plus classiques. Et on s'aperçoit que ça n'a pas moins de sens, bien au contraire aujourd'hui, dans un marché qui est plus difficile à anticiper et dans un marché dans lequel on doit aussi permettre aux vendeurs de prendre conscience de la réalité lorsque c'est nécessaire. Ok, super, merci beaucoup. Laetitia, donc tu as découvert dans ton réseau cette solution il y a à peu près un an et demi. Qu'est-ce qui t'a décidé à utiliser cette nouvelle approche commerciale? Parce que c'est un petit peu différent de ce que tu fais de façon classique et traditionnelle. Tout à fait. C'était à la convention Capifrance en mois de mars à peu près 2023. On était à Strasbourg et je n'avais jamais entendu parler d'Imofit avant. Et à ce moment-là, je crois que tu l'avais donc invité et donc tu as pu nous exposer cette solution. Et j'ai tout de suite entendu le fait que ça allait être une solution que j'allais pouvoir proposer à mes vendeurs. C'est bien d'avoir des mandats, mais le but, on a été engagé pour les vendre. Donc pour moi, si à un moment donné ça se contracte parce que ça tarde, on va arrêter de faire des baisses de prix et des baisses de prix, mais on va trouver une autre solution. Et la vente interactive, pour moi, c'est la solution et ça marche. Bon, super. Donc tu te dis, tiens, voilà un nouveau dispositif qui peut m'aider sur des biens qui sont un peu bloqués. Est-ce que l'appropriation du principe a été simple? Est-ce que parce qu'on entend parler d'appel d'offres, de stratégie, de plateforme d'enchères, donc ça paraît un peu compliqué. Concrètement, est-ce que ça s'est passé simplement? Alors, ce qui est nouveau en général inquiète un peu, mais il suffit de s'y former. Et pour le coup, mon réseau m'a bien formé à ça. C'est pas plus compliqué que saisir un mandat. D'accord. Voilà. Il suffit de bien réfléchir à combien je vais mettre mon prix de départ, mais en soi, la prise en main est très simple. Ok, c'est un peu d'apprentissage et de se former, simplement. Très bien. Et comment tu as choisi ton premier mandat? Tu t'es dit, bon, ça y est, je suis prête, là. Quelle est l'affaire que tu as sélectionnée et pourquoi? Avec grand plaisir, je vais pouvoir t'expliquer tout ça. On est sur la commune de La Ciotat, pour le coup, donc je suis dans les Bouches-du-Rhône. Avec mon amie Anne, on a un bien à la vente. Ce bien-là, on arrive comme deuxième agence. Donc la première agence avait fait le job depuis le mois de février. Nous sommes en avril 2023. On récupère ce mandat. L'agence sort, on prend une exclusivité. Et malgré plusieurs baisses de prix, on se retrouve arrivé à l'été, il se passe rien. Il se passe rien. Donc là, je dis à mes vendeurs, écoutez, il y a une solution. On va faire la pause pendant les vacances d'été. On fait la pause du mois d'août. En septembre, on avance, on lance une vente interactive. Donc le contexte, c'était sur un bien qui tardait à se vendre et qui avait été multidiffusé. D'accord. Et ça a été un succès. Ok, donc le propriétaire, là, pour le coup, était attentif à de nouvelles solutions parce que ça faisait quelques mois qu'il était bloqué. Ouais. On va revenir sur cette expérience, Laetitia. Guillaume, on entend parler de mandat. Juridiquement, comment ça se passe, une vente interactive? Est-ce qu'il y a un formalisme particulier à respecter? Alors, il est important effectivement de faire cette précision-là. Le processus de commercialisation en lui-même, lorsqu'on est en vente interactive, va être identique à celui auquel les conseillers sont habitués. En revanche, effectivement, la particularité, puisqu'il s'agit d'un appel d'offres, c'est que, contrairement à une annonce classique, on ne va pas fixer un prix de vente, mais un prix de départ. Donc, effectivement, il faut un mandat exclusif avec quelques mentions qui doivent figurer dans ce mandat, ainsi que dans les textes pubs qu'on met sur les portails, qui doivent préciser, entre autres choses, qu'il s'agit d'un appel d'offres à prix progressif, et évidemment quelques autres mentions légales. Mais voilà, c'est juste cette différence-là, mandat exclusif avec les mentions adaptées. Ok, et donc l'intérêt, entre autres, du dispositif, c'est justement d'avoir un prix de départ donc, qui va être inférieur au prix espéré par le propriétaire, et du coup d'être attractif sur les portails, puisque la diffusion se fait sur les portails classiquement, mais avec le prix de départ. Là-dessus, est-ce qu'il y a des confusions, Laetitia? Est-ce que les acquéreurs comprennent bien que c'est une vente interactive? Est-ce qu'ils te posent des questions, d'ailleurs, au moment où ils te contactent? Alors, tous ne l'ont pas compris. Tu vas avoir le profil de l'acquéreur qui t'appelle et qui te dit j'ai vu que c'était une vente interactive et au juste, qu'est-ce que c'est?
parlement. Et à l'inverse, tu as celui qui m'a dit, voilà, j'ai vu la maison, elle est au prix de, est-ce que je peux la visiter? Et je viens par contre tout de suite lui expliquer, attention, le contexte est celui-ci. Donc, il s'en rend pas compte de suite, en fait. D'accord. En tout cas, l'intérêt du prix de départ, c'est de positionner le bien de façon très attractive et de générer du contact sur des biens qui en manquaient de contact. Complètement. Et après, une fois qu'on a le contact, la visite s'opère et si le bien a de l'intérêt, les gens vont commencer à faire des enchères. On va y revenir. Donc, en fait, principe, donc j'attire des acquéreurs avec un prix qui est vraiment attractif, qui n'est pas forcément le prix souhaité par le propriétaire. Il va y avoir un système d'enchères progressives ou pas, on va y revenir. Quelque part, on est entre nous, personne nous écoute. À qui profite le crime là? Qui fait la bonne affaire? Le vendeur, l'acheteur, le conseiller, Guillaume? Alors, je ne sais pas si on peut parler de crime, hein, mais non, en réalité, je pense que c'est assez vertueux puisque ça profite à tout le monde. Si tu te places du côté des vendeurs, finalement, ce que ça va leur permettre, c'est d'aller maximiser la visibilité de leurs biens, puisqu'on va avoir un prix attractif, comme tu le disais. Donc ça veut dire aller toucher un maximum d'acquéreurs potentiels. Derrière, la possibilité qui est offerte à ces acquéreurs de surenchérir les uns par rapport aux autres va finalement permettre aux vendeurs de savoir quel est le meilleur prix possible pour son bien au moment de la vente. Et il faut savoir que parfois, le meilleur prix possible pour ton bien, il est plus élevé que ce que tu espérais. Supérieur. Voilà. Et donc ça, on a notamment un exemple qu'on pourra aborder après, mais voilà. Donc pour le vendeur, finalement, c'est vraiment très bénéfique. Côté acquéreur, là aussi, en fait, ils vont bénéficier d'une transparence dont ils bénéficient assez rarement en temps réel. Et surtout, lorsque tu es acquéreur, que tu cherches ta résidence principale, c'est peut-être différent si tu es investisseur, mais quand tu cherches ta résidence principale, c'est déjà difficile de trouver le bien qui correspond vraiment à tes attentes, à tes envies. Une fois que tu l'as trouvé, ton enjeu, c'est pas de payer le plus cher possible, évidemment, mais ton enjeu n'est pas nécessairement de le payer le moins cher possible. Si tu as de la concurrence, l'enjeu pour toi en tant qu'acheteur, c'est de réussir à être choisi par le vendeur. Eh bien, ce système-là te permet de garder la main et de mettre toutes les chances de ton côté jusqu'au bout pour être retenu par le vendeur. Et on va quand même pas oublier les conseillers immobiliers parce que pour eux, c'est quand même aussi assez intéressant. Comme le disait Laetitia à l'instant, c'est qu'en fait, ça te permet de proposer quelque chose de nouveau, de différenciant à tes clients vendeurs. Donc, ça te permet de te démarquer sur ton marché, potentiellement pour signer plus de mandats exclusifs. Mais en tout état de cause, ça te permet de proposer quelque chose à ton client vendeur. Et donc ça, c'est quand même aussi assez intéressant. Oui, je rebondis sur ce que tu disais, parce que quand on s'est rencontrés il y a quelques temps et quand tu m'as parlé du dispositif, je trouvais effectivement intéressant pour la partie acquéreur, parce que dans une vente classique, on est peut-être 2-3 acquéreurs à être intéressés par un bien, il y en a un qui va faire une offre, bah, les deux autres en général ne sont pas informés qu'il y en a un qui se positionne et n'ont pas la possibilité éventuellement de surenchérir et d'avoir le bien qui leur correspond. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'ils le savent, ils reçoivent l'information en temps réel et c'est super pratique. Laetitia, donc on repart à la Ciotat, tu vas voir ce propriétaire, tu l'as prévenu avant l'été que on va mettre un petit stand-by pour se faire un peu oublier et on va revenir en force au mois de septembre avec une vente interactive. Quels sont les arguments que tu as mis en avant avec ce propriétaire ou avec les propriétaires en général? Mais clairement, en fait, je lui ai présenté une stratégie et il a adhéré à ma stratégie qui était déjà dans l'action. Je le mettais dans l'action et il avait un enjeu, il fallait vendre, d'accord? Mais c'est le cas de tous les dossiers, à chaque fois c'est comme ça. Je lui ai dit, c'est pas compliqué, on va définir ensemble le prix de départ des offres. Ce prix de départ, il va être fortement inférieur à ce que vous en attendez, mais c'est l'objectif. Donc, on donne un cas concret. Le prix de départ de ce bien a été à 480 000 euros. D'accord. Les offres ont été reçues de manière progressive. La vente s'est terminée à 580 000 euros. Et ils en voulaient combien au démarrage? Ils en voulaient 600, mais c'était ce qu'ils en voulaient. D'accord. Donc 600, t'attaques à 480 et avec le jeu des enchères, on arrive à 580? Oui. Ah ouais, donc c'est plutôt ça. En plus, pour le coup, c'était supérieur à mon estimation. D'accord. Donc tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant et le propriétaire a l'impression que même s'il perd 20 000 euros par rapport à son ambition, il gagne 30 000 euros de plus que ton estimation et donc tout le monde est satisfait. Super. En ce qui concerne Guillaume, ces ventes interactives, est-ce que ça correspond davantage à une typologie de bien, peut-être je sais pas, maison, appartement ou situation de la mise en vente du bien, c'est-à-dire est-ce que ça correspond, comme vient de le dire Laetitia, à un bien qui a du mal à se vendre, les semaines, les mois, c'est cool, ou dès la mise en vente?
Quels seraient tes conseils là-dessus? Ça dépend complètement des contextes et des situations. Ça dépend pas du type de bien. Potentiellement, n'importe quel bien peut être adapté. Nous, on voit passer de tout, hein, des terrains de camping, des emplacements de parking, des maisons, des appartements. Ça change rien. Il y a, à mon sens, 3 contextes qui justifient pleinement de proposer cette solution et cette stratégie à des clients. Le premier, on en parlait, ça a été un peu la jeunesse de cette idée-là, hein, c'est le bien très recherché, très attractif, et ça existe encore, heureusement, sur lequel il y a beaucoup de demandes. Je vais citer l'exemple dont je parlais tout à l'heure justement, qui est un conseiller du réseau, donc Capifrance, sur Lyon, qui s'appelle Franck Pedrinelli. Alors évidemment, je vais préciser tout de suite que lui détient le record absolu hein, de ce qui s'est passé, mais ça va montrer, c'est une histoire vraie, et ça va surtout montrer ce qui est possible. Donc Franck c'était une prise de mandat, il rencontre des clients qui avaient un très bel appartement bien situé à Lyon. Je peux donner les chiffres maintenant puisque c'était il y a plus d'1 an, donc tout est prescrit. Ces clients espéraient 880 000 € pour leur appartement. Franck a estimé que ça allait valer sans problème et que ça valait même peut-être un peu plus. Simplement, il n'a pas voulu prendre le risque de se mettre à 950 000 € et si jamais il a tapé trop haut, de griller le bien. Il a donc proposé cette stratégie aux clients qui ont dit bon ben ok, allons-y. Ils sont partis à 760 000. Le de 880. Donc 880, je rappelle que c'était le prix qu'eux espéraient. Il y a eu une dizaine d'acquéreurs qui sont venus. Il y a eu pendant l'appel d'offres 34 propositions différentes. Donc ils ont surenchéri chacun Ça leur tour. a vraiment marché et on est arrivé à 1 150 000 € pour 880 000 espérés. Alors encore une fois, hein, c'est le record. Et puis voilà. Comme quoi Mais ça montre effectivement que c'est possible. Et finalement, ça arrive relativement régulièrement que des ventes terminent légèrement au-dessus ou un peu plus au-dessus des attentes du vendeur. Donc ça, c'est le premier point. Je le disais tout à l'heure. L'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de notion d'offre-prix. Le meilleur prix possible étant toujours celui qu'un acquéreur sera prêt à payer. Ça permet de le savoir. Le deuxième contexte, qui est peut-être un peu plus classique et qu'on voit régulièrement, c'est le stock, le mandat qui traîne, qu'on a du mal à sortir. Laetitia le disait tout à l'heure, bon, tu proposes une baisse de prix, deux baisses de prix, et puis après, on fait quoi? Je dirais qu'il faut même pas attendre d'avoir fait 2 baisses de prix. Ouais. Ce qu'il faut faire, c'est rapidement un mandat qu'on n'arrive pas à sortir, un bien qui répond pas, en tout cas dont le prix répond pas. Il faut proposer cette stratégie-là. L'avantage, comme Laetitia l'a donné dans son exemple, des clients qui en veulent 600 000, elle a attaqué à 480 pour obtenir 580. Bon, ça veut dire que 580, c'est le prix que des gens étaient prêts à payer. Mais en revanche, à 600 000, ça bougeait pas. Et non, parce que j'avais peu d'acquéreurs en comparaison. Et donc là, l'intérêt dans ce système-là, c'est que tu vas aller, encore une fois, capter un maximum d'acquéreurs potentiels, puisque tu leur permets de voir le bien qu'ils n'auraient peut-être pas vu s'il était affiché à un prix de vente élevé. Donc, tu vas maximiser la visibilité du bien et après, c'est la mécanique de l'appel d'offres et de l'enchère progressive qui fera le reste. Et enfin, je dirais que le dernier contexte, alors c'est pas vraiment exhaustif, mais le dernier contexte en tout cas principal, c'est le bien atypique. Alors ça veut tout dire et rien dire, on le sait. C'est-à-dire difficile à estimer. Oui, en fait, soit parce que tu as très peu de comparables, ou alors des références très anciennes, ou l'exemple de la très belle maison, intérieur-extérieur parfait, au bord de la nationale. Bon, ça peut valoir, on ne sait pas combien, 350, 300, 260, peu importe. Donc là, l'idée, c'est que plutôt que de prendre le risque, encore une fois, de se positionner un peu trop haut, autant aller demander aux acquéreurs combien ils sont prêts à payer pour la maison. Avec les caractéristiques de la nationale qui est exactement. Point technique, donc on a compris qu'il y avait un point de départ. Ce point de départ, par rapport au prix de l'estimation, on décode de quoi? 5, 10, 15, 20%? Votre recommandation? Alors, en suivant les recommandations de Guillaume, puisque ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut souvent échanger avec lui et puis il nous coach aussi en direct, on est entre 10 et 15% en dessous de l'estimation. Au-dessous de l'estimation? Oui. D'accord. C'est comme ça que tu fonctionnes. Pour que ça reste attractif. Bien sûr. Ça veut dire que ça peut être comment dire, un pourcentage plus important que le prix qu'en veut le propriétaire. Ah oui, complètement. En général, il va en vouloir plus que l'estimation. Voilà. Donc l'idée, c'est 10-15%, c'est le chiffre qu'on retient. Vous avez parlé d'enchères. Moi, je connais la réponse, mais je vous la pose quand même. Les enchères, c'est libre. J'enchéris de 1 000 €, de 5 000 €. Chacun y va de sa proposition. Comment ça se passe? Alors, je peux répondre. Je t'en prie. Moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi les directives, en fait, les conseils. Donc, j'ai mis des enchères à 5 000 €. OK. Et ça n'a pas empêché les personnes de faire des bons d'un coup. Oui, mais c'est 5 000 € minimum. C'est par tranche de 5 000. Quoi. On met ce qu'on veut en soi. C'est pas par tranche de 5 000. En fait, effectivement, c'est ce qu'on appelle le pas d'enchère ou un palier. Ouais. En fait, l'idée, c'est que, encore une fois, on va chercher le meilleur prix possible pour le vendeur et on donne la possibilité aux acheteurs de vraiment se démarquer là aussi. Donc, tu fixes un palier, un pas d'enchère, qui doit être adapté au budget, hein, évidemment. Au prix de vente.
Au prix de vente, ouais. Si tu mets sur un bien à 150 000 euros, que tu mets un palier à 10 000 euros, c'est beaucoup trop. Donc, mais dans l'exemple de Laetitia, un palier à 5 000 était parfait. Et donc, c'est un palier minimum. D'accord. Donc, tu n'es pas obligé de surenchérir par multiple de 5 000 euros dans son exemple. C'est 5 000 euros minimum. Bah, tu vois, c'est bien qu'on ait fait l'émission parce que je n'avais pas compris ça. Moi, je pensais que c'était une enchère fixe de 5 000. Non, c'est 5 000 euros minimum. D'accord. Et comme le dit Laetitia, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'en fait, c'est assez fréquent. Les acheteurs vont pas forcément faire des bons de 5 000. Parfois, il y en a qui vont dire, bah, moi, je mets 8 000 d'un coup ou 10 000 parce que je suis vraiment très motivé. Voilà. Justement, côté acquéreur, Laetitia, donc on a vu vendeur, tu leur as expliqué, nouvelle solution, on se positionne de façon attractive, on va générer du contact, donc de la visite. Ça y est, tu as du contact, tu nous as dit que les acquéreurs lisaient pas toujours très très bien les annonces, te posaient des questions. Comment ça se passe avec eux? Ça y est, tu es en visite, tu leur expliques bien comment ça fonctionne. Quelles sont tes expériences là-dessus? Alors, je dirais avant la visite. Déjà, dans la qualification au téléphone, je fais une bonne découverte et j'en viens à la question du budget. Donc concrètement, je leur dis, s'ils l'avaient pas vu à ce moment-là, je leur dis, voilà, vous savez qu'il s'agit d'une vente interactive. Elle est au prix de départ donc le prix qui est fixé. Au juste, quel est votre budget pour cet achat? Quel est le budget maximal que vous allez pouvoir consacrer à cet achat? Et là, ils comprennent qu'en fait, il va falloir monter. Et du coup, on croit, quand ils vont pas forcément nous le dire, mais la réalité, c'est qu'à tout le temps, les clients me disent, eh bien, moi, je pourrais aller jusqu'à temps. Donc déjà, j'entends des valeurs. Donc si je reprends mon exemple, j'avais des personnes qui me disaient, je pourrais aller jusqu'à 550. Je pourrais aller jusqu'à 500, 520. Bon, ok, pas de souci. Et donc, ils viennent à la visite, ils constatent le bien, ils font des visites traditionnelles, comme on fait d'habitude notre métier, et ils vont après formuler leur offre sur la plateforme. Alors, dans les expériences que tu nous as partagées, ça s'est pas toujours passé comme ça. Je crois que ça a même été un peu plus rapide que ça. Ah oui, tout à fait. J'ai eu le cas d'un dossier où en fait on s'est retrouvé à ce qu'il n'ait même pas eu le temps d'aller dans la plateforme en fait. Il m'a dit mais je le veux et j'en offre de suite le prix quoi. Et il m'a de suite offert un prix qui était très élevé. J'ai fini par continuer à négocier avec lui parce que l'air de rien c'était quand même bien des bonnes conditions, un paiement sérieux, mais c'était quand même pas encore le prix donc au final je suis pas allée à la fin de l'enchère. D'accord. Est-ce qu'en fait, c'est aussi une des vertus du système, c'est qu'on sent qu'on va rentrer en compétition avec d'autres. Oui. Donc, si j'ai envie de gagner la compétition, je mets tout de suite un montant important et hop, j'emporte la mise, quoi. Et d'ailleurs, souvent, j'ai des acquéreurs qui me disent, mais va-t-on devoir attendre la fin de la vente? J'ai écouté, libre à vous. Si vous vous en offrez déjà un prix intéressant, de suite, allez au votre maximum et puis on verra. Ok, très bien. Alors, j'essaye comme je recolle les morceaux. Donc, prix de départ. Un pas d'enchère, donc un montant minimum, qui est de 5 000 euros, et si je commence à 800, 900 000 euros, à 10 000 euros pour aller plus vite. Est-ce qu'il y a une durée? Je sais qu'il y a une durée. Quelle est la durée? C'est des ventes flash, vous avez 24-48 heures où on fait du stress marketing au maximum, ou on laisse un peu plus de temps? Quelles sont tes recommandations et ton vécu, Laetitia? Alors, ma première recommandation est surtout d'éviter le stress marketing et les ventes flash. Encore une fois, il s'agit de biens immobiliers et le parcours l'achat d'un bien immobilier dans le parcours d'un acheteur, c'est toujours un moment important. Si tu raisonnes comme ça en vente flash, tu reviens un peu dans un contexte de vente aux enchères. Ça met une pression psychologique aux acheteurs. C'est bon pour personne. Donc non, je pense qu'il faut. Moi, le conseil que je donne, mais après Laetitia dira comment elle l'applique, mais c'est de prévoir une commercialisation, je dirais, qui peut aller jusqu'à 1 mois. Au-delà, ça perd de son intérêt parce que l'idée, c'est aussi de remettre les acheteurs un peu en mouvement, de leur dire tiens, tu as pu voir le bien parce que le prix était pas repoussant, le bien t'intéresse, etc. Bon, en revanche, tu sais que il faut se positionner avant telle date. Donc 3 semaines ou 1 mois me paraît être une bonne moyenne. Après, encore une fois, c'est vraiment à la main et c'est la décision du conseiller qui connaît son contexte. Ça peut être parfois un peu plus court, mais l'idée, je pense que c'est vraiment d'avoir en tête que, voilà, encore une fois, on n'est pas dans une vente aux enchères, donc le truc flash sur 3 heures. Ok. Tu confirmes? Exactement. En fait, à peu près au départ, j'ai fait l'erreur, en fait, de faire ça sur une durée courte. Donc, j'avais mis ma diffusion qui démarrait un certain jour. Et dans 1 semaine, les enchères allaient démarrer, elles allaient pouvoir être faites sur 24-48 heures, et ça marchait pas. Donc là-dessus, j'ai prolongé. Maintenant, j'ai pris l'habitude et ça marche comme ça. Je fais toujours en effet une durée d'1 mois et je récupère les offres au fil de l'eau. C'est-à-dire que ma vente aux enchères, par exemple, va démarrer le 1er décembre. Le prix de départ, il va être tout de suite diffusé à ce prix de départ et l'enchère se terminera dans 1 mois. D'accord. Et je récupère mes offres au fil de l'eau.
Ok. Donc le conseil, Oui, c'est un mois. Et puis ça laisse un peu de temps aussi pour que les acquéreurs aient connaissance de ce bien, et te Capter, contactent, ouais. et t'organisent la visite, parce Ouais. qu'il faut aussi un peu de temps pour... Et puis, je précise que dans ce contexte-là, puisque tu en parlais aussi tout à l'heure, le vendeur est libre d'accepter une proposition à tout moment. Donc, si tu as un acquéreur qui est vraiment motivé, libre à lui, enfin, il a la possibilité en tout cas de faire une très belle proposition sans attendre les 3 semaines ou un mois. Ouais. Donc, ça donne vraiment plus de souplesse à tout le monde. C'est très dynamique en fait. Est-ce qu'il y a des exemples, j'imagine que oui, mais c'est vous les spécialistes, de ventes interactives qui n'ont pas abouti au sens de, il y a eu des acquéreurs qui ont fait des offres, mais pas suffisamment, le propriétaire n'a pas accepté, ça arrive, j'imagine. J'ai eu le cas, en effet, j'ai eu le cas d'un appartement donc sur ma région, où pour le coup, même dans le cadre d'un prix de départ qui était très très attractif, j'avais pas d'appel. Ouais. Donc la conclusion a été très claire auprès de mes vendeurs. Je leur ai dit, voilà, en tout cas à l'instant T où on se parle, il n'y a pas de marché pour ce bien. Je vous invite à le mettre en location. On prépare le mandat de location et c'est ce qui s'est passé. D'autres cas de figure où la vente aux enchères, l'air de rien, ça ne prend pas. Parce que c'est une vente aux enchères que ça prend pas, c'est pour ça. Oui, pardon, excuse-moi. La vente interactive ne prend pas, j'ai pas l'acquéreur. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? On a renégocié ensemble le mandat, je suis restée dans l'affaire, toujours en exclusivité, et on continue la commercialisation, et on a fini par le vendre. Hein. Ouais, ça c'est un point, c'est pour ça que je vous posais la question, ça je crois que c'est un point aussi qui peut intéresser les professionnels qui nous regardent, c'est que, évidemment, l'objectif c'est que ça accélère le processus de vente, c'est que ça attire des acquéreurs sur un bien qui en manquait d'acquéreurs, que ça permette éventuellement de vendre encore plus cher que ce qu'en attendait le propriétaire, mais si ça ne marche pas, c'est quand même un sacré argument à faire valoir auprès du propriétaire pour dire, vous voyez, on a démarré 15% en dessous du prix de mon estimation, et malgré ça, il y a un sujet. Et puis peut-être qu'il peut y avoir des offres, mais des offres que le propriétaire n'acceptera pas. On rappelle que le propriétaire n'est pas obligé d'accepter. Et en tout cas, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la commercialisation? On peut reprendre une commercialisation normale, mais à des nouvelles conditions de prix, puisqu'on a vu qu'il y avait un seuil qui ne passait pas. OK. Justement, alors je ne sais pas si c'est propre à ta plateforme, Guillaume. Je suis acquéreur, je fais ma proposition. Est-ce que j'en dis un petit peu plus que simplement proposer un prix? Alors effectivement, alors encore une fois, le conseiller ou la conseillère va garder la main sur sa commercialisation, donc évidemment fait son travail comme d'habitude, comme tu le disais Laetitia, en termes de découverte, de qualification. Donc le ou la conseillère, déjà, est le seul à pouvoir permettre à un acquéreur de participer, de ne peut pas s'inscrire tout seul l'acquéreur. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le financement aura été validé en amont. Mais effectivement, lorsqu'un acquéreur a été validé et qui va donc avoir la possibilité de se positionner en ligne, on va lui demander, en plus du prix qu'il propose, le montant de son apport, la durée de son emprunt s'il en fait un, et s'il fait un emprunt, est-ce qu'il demande une condition suspensive d'obtention de prêt ou pas. Donc ça, en fait, ça va permettre derrière, on a un petit algorithme de cohérence qui va attribuer une note de 0 à 5 sur son dossier de financement. Et ça va être accessible aussi bien au vendeur qu'au conseiller, ce qui permet derrière d'aider le conseiller au moment de son travail de présentation et de défense d'offres. Okay. Et donc le propriétaire peut, j'imagine parfois, ne pas retenir peut-être l'offre la plus importante, mais une peut-être inférieure parce que c'est un paiement comptant ou sans condition suspensive, j'imagine. Mais autre que ne pas retenir, il va pouvoir continuer à négocier avec le précédent qui avait une meilleure note au niveau financement. D'accord, c'est-à-dire, il va pouvoir négocier. Dire, bah oui, on repart en négo du prix. D'accord. Je veux votre dossier, mais vous en offrez pas encore le bon prix. D'accord. On peut continuer à parler avec chacun, et ça plaît beaucoup aux vendeurs. Et ce qui est super intéressant, tu le disais tout à l'heure, c'est que dans les contacts que tu as avec les acquéreurs, évidemment, certains acquéreurs sont un petit peu déstabilisés au début, hein. Mais ça se travaille et après, ça se fonctionne très bien. Mais dans leur esprit, comme tu le disais, les gens te disent, moi, je peux aller jusqu'à tel prix. Alors que dans un fonctionnement classique, ils vont te dire, j'irai pas au-dessus d'eux. C'est pas la même chose, hein. Et donc là, comme tu le disais, c'est ça, c'est qu'après, ça devient un vrai levier. Effectivement, parfois, il y a des situations qui sont assez sympas, où des négociations se poursuivent et où on obtient de super beaux résultats. Ok. Donc, léger résumé, tu diffuses sur les portails comme d'habitude, les photos, ton texte de présentation, simplement, il y a une mention qui indique que c'est d'une vente interactive avec un prix de départ de temps, et j'imagine qu'il doit y avoir le montant de l'enchère peut-être aussi, et la durée de la mise en vente interactive. Tes acquéreurs visitent, ils sont intéressés, tu leur confirmes que c'est bien une vente interactive, tu leur reprécises les modalités, et là, tu les invites à se connecter donc sur la plateforme d'Imofi, de celle de Guillaume. Ce qui est important de rappeler aussi, c'est que quand ils se connectent sur la plateforme,
ils ne voient que le bien que tu leur as présenté et pas d'autres biens qui sont en vente Ouais. interactive. C'est important aussi, parce qu'on ne va pas créer de la concurrence malsaine. Donc ça, c'est aussi important. Et ça doit aussi rassurer, j'imagine, les propriétaires de savoir que sur cette Complètement. plateforme, c'est pas un portail de plus, c'est juste un espace pour faire son offre d'achat. Est-ce que tu as essuyé des refus de propriétaires? Et si oui, pour quelles raisons ils n'ont pas voulu te suivre dans cette proposition? Alors, aucun refus. Aucun refus? Non. D'accord. Des sceptiques qui n'y s'y sont pas encore allés. Ah. Peut-être que demain, ils auront... C'était pas un non franc et massif, Non. c'était un pourquoi pas, mais pas tout de suite. Ça me fait peur. Ah oui, Les d'accord. propriétaires, ça leur fait peur, souvent. D'accord. Ils ont l'impression que ils vont devoir vendre le bien à un prix qui n'est pas celui qu'ils veulent. Et rien que le fait que le prix soit affiché sur un prix de départ bien inférieur, certains, ça les angoisse. D'accord. Mais j'ai pas fini. Il faut que j'arrive à les convaincre. Hein. Ouais, bien sûr, oui, oui, non, mais après, le temps fera son œuvre aussi, et peut-être qu'à un moment donné, Voilà. ils t'écouteront, puis tu as quand même plusieurs succès. Tu as fait combien de ventes grâce à ce dispositif? J'en suis à 4. 4. Ouais. Bon, je crois qu'il y en a une au cours. C'est ça, Est-ce oui. que tu- Alors, de mon équipe, dans ma constellation, j'ai une collaboratrice qui vient d'en mener une à bien parfaitement. Bon, très bien. Guillaume, à travers toutes les expériences que tu as pu vivre avec les conseillers de Capifrance et d'ailleurs, quelles sont les recommandations que tu pourrais faire en plus de celles que tu viens de faire? Quelles sont peut-être les choses à ne pas faire? On t'écoute là-dessus, c'est toi l'expert. Ben, encore une fois, alors c'est vrai que tu le disais, stratégie, c'est un mot bien un peu pompeux, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment adapter ça. Quand tu proposes ça, comme tu le fais, Laetitia, il faut proposer ça de manière, il faut que ce soit adapté. À partir du moment où tu vas proposer ça à un client vendeur, il faut que tu sois convaincu que c'est la bonne solution pour lui à un instant T. Et ce fameux prix de départ, je reviens sur cette préconisation-là, c'est fondamental. Ouais. Si finalement le conseiller n'ose pas être suffisamment agressif, entre guillemets, sur le prix de départ, ça fonctionnera pas. Laetitia disait effectivement entre 10 et 15%, mais ça c'est en dessous de l'estimation, Oui. et plutôt la fourchette basse de l'estimation. Mais en revanche, pour ceux qui pourraient avoir du mal en fait à présenter ça comme ça à un vendeur et qui vont plutôt se baser sur le prix espéré par le vendeur, là il vaut mieux décoter de 20 ou 25%. Oui. L'idée étant vraiment encore une fois d'arriver objectivement en dessous du marché pour que aucun acquéreur potentiel ne se dise bon c'est un peu trop cher, on va pas aller voir. Voilà. Donc, fixer un prix de départ qui soit véritablement attractif et pas y aller avec trop Oui. de modération, Mais parce que sinon ça n'a pas d'effet. non, mais j'ai envie de dire, c'est exactement comme tu as un bien qui est bloqué depuis 1 an et demi à 170 000 et tu fais une baisse de prix à 165. Mmh. Donc, Aucun intérêt. ça va pas servir à grand chose. Donc, il faut vraiment pas. Encore une fois, cette stratégie, on la met en place, c'est du boulot. Donc, il faut y aller. Il faut vraiment y aller. Et après, je pense que c'est effectivement, dans les recommandations, c'est surtout que les conseillers bien à l'esprit qu'ils doivent faire leur métier comme d'habitude. Tu fais tes découvertes à cœur, tu qualifies les projets des uns et des autres, parce qu'encore une fois, on est dans la vente d'un bien. Bien sûr. C'est juste la stratégie de commercialisation qui n'est pas la même que celle qu'on utilise habituellement. Ok. Tes conseils, Laetitia, d'autres peut-être conseils Je crois que sur les 4 ventes que tu as faites, tu en as fait 3 sans passer par le système d'enchères, parce que 3, on fait une offre tout de suite très rapidement. Donc c'est vrai. C'est très intéressant parce qu'en fait, le principe, c'est d'accélérer la vente. C'est pas de s'amuser à faire des enchères. Si on passe par là, bah, tant mieux, le système est conçu pour ça. Mais marche aussi sans forcément passer par la plateforme. Voilà. Pas parce que je le voulais pas, hein, c'est juste que j'ai pas eu le temps en fait. Hein. Ouais, et donc le prix de départ te ramène des contacts que tu n'avais pas. L'acquéreur sait il est en compétition pendant un mois et qu'il s'il tient ce bien, c'est ce que tu disais. En résidence principale, on a rarement 3, 4, 5 affaires qui nous conviennent vraiment. Donc, quand on en a trouvé une, on ne veut pas la rater. Donc, il fixe un prix, une offre assez importante tout de suite. Et le propriétaire dit je conclue maintenant. Tout à fait. Mais le conseil que je pourrais donner à ceux qui nous écoutent, c'est que surtout, n'ayez pas peur de fixer un prix de départ bas, puisqu'il n'y a aucun risque. Oui, le propriétaire n'est pas obligé de vendre. Le propriétaire n'acceptera pas. À la fin, moi, je dis toujours à mes vendeurs, vous resterez libre de choisir au final l'acquéreur. Et on pourra continuer de négocier les conditions de prix et de financement. Donc en fait, il n'y a pas de risque à fixer un prix de départ bas. Au contraire, on va capter des appels. Et c'est ce qu'on veut en fait. Bien sûr. Et puis de la même façon pour les acquéreurs, il n'y a pas trop de frustration parce qu'ils avaient les moyens de surenchérir. Enfin, ils avaient les moyens, peut-être qu'ils n'avaient pas les pauvres, mais ils ont eu la possibilité de le faire. Après, est-ce qu'ils en avaient les moyens? Ça, c'est leur problème. Enfin, on respecte ça, mais c'est aussi intéressant parce que parfois,
une offre est faite par un acquéreur dans une vente dite classique, les autres acquéreurs n'ont pas été forcément informés, et là, on peut avoir une frustration de ne pas avoir pu surenchérir. Là, ils ont les cartes en main, ils voient les choses se faire, et c'est que le meilleur gagne, et je trouve que le deal est très clair. Il faudrait, en termes de conseils aussi, rassurer les acquéreurs sur le fait que ce sera simple. Oui. Souvent, au début, ils me disent, mais il va falloir passer par avocat. Non, mais ça n'a rien à voir. Oui, on est sûr. sur une vente classique, c'est juste dynamique. Ouais. C'est le mot que j'emploie. Oui, c'est une vente dynamique. Quand on a préparé le plateau, c'est une vente dynamique. Et c'est vrai. Vous avez l'opportunité de l'acheter à un prix qui va être celui que vous allez vouloir fixer en fait, Bien pour sûr. ce bien-là. Vous voyez que le prix actuel est nettement inférieur à sa valeur réelle. Il faut bien user des mots. Hein. Je dis, voilà, le prix réel de ce bien est nettement supérieur à ce que vous voyez affiché là. Faites votre offre. Bien sûr. Moi, j'aime bien l'idée de cette vente dynamique, je trouve ça sympa. Et effectivement, comme tu le disais, alors ça peut être déceptif parfois pour des acquéreurs. Quand c'était la maison de tes rêves et que tu n'arrives pas à l'avoir, tu vas être déçu. Mais c'est vrai que, comme tu le disais, la différence fondamentale par rapport à une vente traditionnelle, c'est que tu peux aller au maximum de tes possibilités. Et bon, parfois, tu n'auras pas la possibilité de suivre. C'est évidemment décevant. Bon, mais en tout cas, tu as eu toutes les chances de pouvoir y arriver. Okay. Et surtout les types de biens. Et surtout les types de biens. Oui, parce que je t'ai posé la question, mais c'est vrai, il y avait appartement comme maison ou terrain, et tu as même dit, tous les types de t'as même dit parking. Est-ce qu'il y a un point qu'on aurait oublié qui est important pour vous, ou est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour? Je résume, dispositif qui est une solution qu'on apporte à un propriétaire. Il a le droit d'accepter ou de refuser, mais c'est une solution qui vient accélérer le processus. Ça nous permet de débloquer des situations de biens qui étaient un peu bloquées depuis des semaines ou des mois. Ça peut permettre aussi à des biens de se vendre plus cher que le prix qu'en espérait le propriétaire. Et tu nous as donné un exemple assez incroyable, mais vrai. Il n'y a pas de perdant dans l'histoire. À la rigueur, la vente ne se fera pas parce que les acquéreurs n'auront pas proposé un prix suffisant pour le vendeur. Le vendeur n'est pas obligé de l'accepter, mais c'est dans la vie de tous les jours comme ça, des gens qui font des offres et là, c'est les propriétaires qui ne les acceptent pas. Donc, on a tout à gagner dans ce dispositif. Ce que je vous propose, Laetitia, oui, tu voulais... En complément, il y a une chose qu'on a peut-être oublié de dire un peu plus de manière approfondie, c'est que l'air de rien, on était plusieurs agences immobilières, j'ai sorti les 3 agences, je suis passée en exclusivité. Donc, c'est aussi un outil pour prendre du mandat exclusif. C'est un outil pour prendre du mandat exclusif. Tu as raison de l'avoir rappelé, c'est très important. C'est très différenciant par rapport à nos confrères sur le marché. Et on passe d'un mandat simple à un mandat exclusif. Oui, bien sûr, super. Et si je peux juste rajouter quelque chose, parce que je pense que c'est important aussi, il ne faut pas qu'il y ait de côté déceptif pour les conseillers non plus. Il faut bien avoir conscience que ça n'est pas magique. Ça fonctionne pas systématiquement. Voilà, ça fonctionne pas systématiquement, mais on parle toujours d'innovation et parfois on peut avoir un peu tendance à oublier que l'innovation, ça peut aussi, dans l'immobilier en tout cas, commencer par la façon de le commercialiser. Ouais. Et c'est une nouvelle façon de commercialiser, stratégie, commercialisation. Il y en a d'autres, mais celle-ci existe aussi. Et je pense qu'il est important, si on veut pouvoir en tirer réellement profit en tant que conseiller, comme c'est le cas pour Laetitia et pour de nombreux autres conseillers et conseillères, c'est d'avoir conscience que voilà, c'est une approche à maîtriser, à travailler. C'est comme si tu es nageur et que tu as une compétition le dimanche et que tu attends le samedi pour apprendre à nager, tu risques de pas être suffisamment performant. C'est un peu le principe. C'est juste avoir conscience que voilà, c'est aussi une nouvelle façon de travailler, de commercial immobilier. Et donc, c'est intéressant de s'y intéresser. Et vu que ça ne dépend pas d'un type de bien en particulier, de pouvoir appréhender les situations lorsqu'elles le justifient. Bon, top. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, si nous avons des questions, je ne sais pas, je crois qu'il y a eu des questions il y a 10 questions, eh bien, on va se faire un plaisir d'y répondre. Alors, Jack nous demande, est-ce qu'il y a un prix de réserve? Donc ça, c'est un spécialiste des enchères, ça. Alors, Jack, non, il n'y a pas de prix de réserve. De nouveau, comme il ne s'agit pas d'une vente aux enchères, le vendeur n'est pas tenu de vendre, quel que soit le prix offert. C'est-à-dire que si on veut aller vraiment au bout des choses, même s'il obtient une proposition supérieure au prix qu'il espérait, il n'est pas tenu de vendre. Ce serait un peu dommage pour lui. Puisque c'est une vente classique. C'est une vente classique. Le propriétaire décide de ce qu'il veut faire. Exactement. Ok, super. Merci, Jack. Stéphanie, est-ce que la vente interactive fonctionne avec un mandat partenaire? Ah, ça, c'est quelqu'un de chez Capifrance, je pense. Non, c'est un mandat... un mandat exclusif. C'est un mandat exclusif spécifique avec les mentions que Guillaume a rappelées. Alors peut-être que dans ton mandat partenaire, tu pourrais rajouter ça dans les clauses particulières.
Gaël, Véronique et Hervé, le prix proposé inclut-il les commissions honoraires d'agence et frais de notaire? Alors, oui. Pas les frais de notaire. Hein, Alors, pas les frais de notaire, j'avais pas vu les frais de notaire. Non, non. Ouais. C'est Surtout FAI, qu'il oui. est question qu'ils augmentent légèrement, ce serait dommage. Non, effectivement, il faut toujours raisonner en prix Honoraires inclus. Ouais. Stéphanie, comment vérifier la solvabilité des acquéreurs potentiels? Bon, ce que j'en ai compris, c'est que c'est du déclaratif au moment des enchères. Pas forcément. En fait, là, comment on vérifie la solvabilité des acquéreurs? Comme on le fait dans notre métier au quotidien, c'est nous qui, au préalable, dans notre découverte, on vérifie Bien sûr. comment ils vont financer. Et après, on va pouvoir... Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un approfondir. formalisme supérieur Non. ou supplémentaire à ce que l'on fait d'habitude quand on fait bien son métier. Exactement. À partir du moment où, au départ, tu as fait les vérifications habituelles et que tu as donc donné la possibilité à un acquéreur de participer, sur la plateforme, c'est déclaratif. Mais ça doit correspondre à ce que tu avais comme information. Ok. Régis et Michel, la vente interactive peut-elle s'appliquer aux fonds de commerce, les immeubles et les terrains? Alors, dans l'absolu, oui. Oui. Encore une fois, pour quel que soit le type d'actif, ça peut s'adapter. Encore une fois, il s'agit surtout du contexte plus que du type de bien. Roselyne, les acquéreurs sont-ils au courant de la limite acceptable du vendeur? Moi, je leur dis pas. Bah non. Bah non, c'est C'est tout le le jeu. but. C'est tout le but. Au contraire, Roselyne, tu vas leur dire à ce moment-là quel est votre budget au maximum que vous pouvez proposer pour ce bien. Et simplement, ils vont se positionner. À l'inverse, ça reviendrait à dire à un acquéreur, faites une proposition, je sais que le vendeur est prêt à baisser de 30 000. C'est pas de la négo. C'est pas comme ça qu'on doit procéder. Claire, ce système fonctionne sur tout type de secteur. J'imagine secteur géographique, Claire? Oui. Alors oui, clairement, on a quand même maintenant de nombreuses ventes qui ont été organisées sur la plateforme et il y a un maillage territorial qui est vraiment très complet. Il n'y a pas de région dans laquelle ça fonctionne mieux que dans d'autres. Et d'ailleurs, tu disais que c'est un dispositif classique aux États-Unis et dans les pays scandinaves. Et dans les pays scandinaves où, si on prend l'exemple de la Suède, je crois qu'ils font quasiment que ça. D'accord. Yves, tous les réseaux pratiquent-ils cette vente? Exemple, IAD. Alors moi, je ne sais pas ce qui se passe chez IAD, mais sur le principe, Alors, tout moi le non monde plus, peut en faire. je ne sais pas ce qui se passe non plus au sein d'IAD, mais dans l'absolu, bien sûr, avec des approches qui peuvent peut-être parfois être différentes, mais potentiellement, tous les réseaux peuvent pratiquer cette stratégie. Après, est-ce que les réseaux l'ont intégré dans leur dispositif, ont passé un accord cadre? Ça, c'est une autre histoire. Ce que je peux préciser à ce stade, c'est que, et c'est bon, c'est sans pub aucune, mais c'est que Capifrance a été le premier réseau à déployer véritablement la stratégie dans l'ensemble du réseau. Voilà, il y a maintenant 18 mois. Et c'est d'ailleurs hyper important pour nous en tant que conseillers, quand notre réseau nous apporte des solutions dans une situation où le marché il se grippe et qu'on n'a pas besoin, nous, d'aller faire cet audit de marché. Tu as ton réseau Capifrance qui te dit, voilà une solution possible, utilise-la. Ben, oui, je l'utilise. Hein. Merci. Autre question. Jack, dans quelle mesure la vente interactive impacte la rémunération? Je pense qu'elle n'impacte pas plus qu'une vente classique. C'est-à-dire que si, Jack, vos honoraires sont un pourcentage du prix de vente, bah, ils seront calculés en fonction du prix accepté par le propriétaire. Juste, on se mettait à charge vendeur, mais nos honoraires sont celles qu'on veut bien fixer pour ce bien. Ok. Hervé, est-ce uniquement réservé à certains acquéreurs triés en amont par le conseiller? Oui, comme on le disait tout à l'heure avec Laetitia, c'est très important, ça doit passer, tout passe par le conseiller. C'est elle ou lui qui sait si les acquéreurs sont sérieux, motivés, qui a pu vérifier les capacités de financement des uns et des autres. Donc oui, on peut dire qu'ils sont triés en amont par le conseiller, puisqu'aucun acquéreur ne peut s'inscrire tout seul. Oui, c'est pas une plateforme où je m'inscris sans avoir jamais visité. Non. Il faut qu'il y ait un contact préalable avec le conseiller, il faut qu'il y ait une visite, il faut qu'il y ait une découverte, il faut qu'on ait fait le point sur le financement. Et si tout ça, les clignotants sont ouverts, on peut du coup inscrire l'acquéreur sur la plateforme. Gaël, peut-on faire de l'immobilier sans diplôme? Alors là, on est sorti un petit peu des ventes interactives. On peut pas avoir une carte professionnelle si on ne remplit pas une condition d'aptitude, mais on peut faire de l'immobilier sans diplôme, bien entendu. La seule chose, c'est qu'il faut un casier judiciaire vierge, Gaël. Alors, ce n'est pas une question, mais un retour d'expérience de Frédéric. J'ai fait une commercialisation sur un mois et la vente interactive, le dernier week-end seulement, ça a très bien fonctionné.
Voilà, donc comme quoi il fallait laisser un petit peu de temps parce que ça s'est joué au finish Ouais. sur le dernier week-end. Alors, que je pense que si c'est Frédéric auquel je pense, c'est qu'il y a d'ailleurs eu une vente qui s'est terminée avant-hier. Je pense qu'effectivement, on n'est pas rentré dans ce détail-là tout à l'heure, mais sur le délai dont on parlait de 3 semaines ou d'un mois, tu as en fait après 2 possibilités. Tu peux te dire effectivement que tu te laisses 3 semaines, un peu plus, pour faire les visites, les revisites, les dossiers, etc. Et ouvrir après sur un week-end la vente interactive, ou alors l'ouvrir comme tu le Au fais fil de l'eau. au fil de l'eau dès le départ. Ok, très bien. Nathalie, quel est le modèle d'Imofit? Imofit se rémunère-t-il sur chaque bien ou est-ce un abonnement? Je me doutais que la question allait être posée et c'est une très bonne question. On te laisse répondre. C'est une excellente question. Imofit n'est pas intermédiaire à la vente, donc Imofit ne se rémunère pas sur les transactions. Comme on le disait, il n'y a pas d'accès public sur Imofit en tout cas, c'est vraiment à la main du conseiller. Donc on fonctionne avec un système d'abonnement qui vous permet derrière d'avoir en fait une utilisation illimitée de cet outil, aussi bien en nombre de ventes que de tentatives. Et les questions sont terminées. Eh bien, merci beaucoup Laetitia, merci beaucoup Guillaume. J'espère que vous avez maintenant un éclairage plus précis sur les ventes interactives. J'espère que ça vous a donné envie de les utiliser. Merci de vous être connectés. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. C'était la dernière émission de 2024 et nous avons un programme éditorial très sympa à vous proposer dès l'année 2025. À très bientôt. Ciao.